En direct et en public depuis Grasse, Midi en France vous propose une découverte de la Côte d'Azur de l'intérieur. Vincent Ferniaud, ses chroniqueurs, ses invités sont en place pour vous servir de guide. Une question les amis, comment appelle-t-on les habitants de la Côte d'Azur? Moi je sais. Alors, On les appelle les Azuréens. Du nom de l'azur, du bleu, de la Côte d'Azur, du bonheur. Enfin, oui, ça tombe bien parce que je me sens assez azuréen aujourd'hui avec le froid qu'il fait ici à Grasse. J'ai les mains pas un si peu bleues. froid. On se Non, réchauffe non, dans Midi en France. Les amis, on est ici, sur cette place, un petit peu dans le vent, mais avec tous les Grassois, les jeunes de Grasse qui sont autour de nous, pour venir nous accueillir, autour avec tous qui nous regardez. Alors, il y a les classes de 3e. Où ils sont les 3e? Et les 4e? On est au milieu des jeunes, ça tombe bien, ils ont trouvé ce moyen pour sécher, de venir voir Midi en France aujourd'hui avec votre équipe de rêve. Et nous avons la joie de recevoir aujourd'hui une invitée vraiment de la région, c'est Sophie Duez qui nous fait l'amitié d'être présente. Bonjour Sophie. Alors Sophie, elle est niçoise de naissance. Et tu es revenue vivre à Nice après tes aventures parisiennes et partout en France. J'ai jamais vraiment quitté Nice, je revenais régulièrement en vacances, voir mes grands-mères, etc. Et je n'ai attendu que ça, que l'occasion de pouvoir revenir m'installer ici. Alors Sophie, qu'on a adorée à travers toute son épopée cinématographique, théâtrale, télévisuelle, jusque dans Commissaire Magellan sur France 3. Oui, tout qui à fait. était une des dernières télévisions d'ailleurs. Oui, voilà, j'ai tourné ça il y a 2 ans, je crois. Hein. Et voilà, je faisais la patronne d'une station de radio, un peu pète sec comme ça. Ça me correspond tout à fait. Justement, c'est un peu... Moi, on croyait que j'étais méchante, mais en fait, c'était pas moi la méchante. Voilà. C'est pas elle la méchante. Voilà, il faut le savoir. Mais tu révèles la fin déjà de l'histoire, c'est dommage. Enfin bon, pour ceux qui n'ont pas vu évidemment cet épisode. Alors, toute votre équipe de rêve est présente. Nous avons Hélène Gâteau qui est avec nous, notre vétérinaire. Nous avons Elena Morna que nous avons déjà vu nous donner quelques informations sur la région. Nathalie Schrein-Guirma. Guillaume Crouzet et notre camarade de France 3 Provençal-Côte d'Azur. C'est Fred Soulier qui nous dit un petit mot en provençal. Eh bien, si en Urous, des serrés trouba à Cli, sur la place des Grasses, sous Toulouse, sous Léo, et qui un peu déploie, mais pas Maïkako. Voilà, il y a beaucoup de soleil et quelques... Sous Toulouse, c'est où Pas trop. Mais si, regarde, il arrive par là-bas. Et alors, c'est Grasse. pour une Grasse. Voilà, on est sous le soleil, sous quelques gouttes de pluie, on se retrouve à Grasse. C'est le bonheur. Si en Urous, nous sommes heureux. Et alors, pour ceux qui portent un chapeau, quand il y a du vent, on dit la spagal ou capeo. Et oui, exactement. Et on répond seishu vai cameo. Alors, voilà, je vais vous laisser faire l'émission tous les deux. Tu as payé là, en ton provençal. chapeau? Oui, 6 sous, vieux chameau. Très bien. Ben, j'ai encore des cours de rattrapage à effectuer au cours de l'émission. Pendant les sujets, on va bosser. Guillaume Crouzet, donne-nous un petit peu le... En provençal, je suis pas très bon, hein, je te le dis tout de suite. Non, mais fais-le en je bon profite français, du fait qu'on soit à Grasse, donc en direct de la Côte d'Azur, pour vous parler du blason de cette ville de Grasse. Parlons un petit peu d'héraldique. Ce blason, eh bien, il date du XIIIe siècle et il représente sur fond d'azur un agneau. Tu vois, Hélène, un peu habile, il doit faire du yoga, cet agneau, parce qu'il tient dans sa patte droite un étendard avec une croix. Alors, pourquoi un agneau? Eh bien, parce que... Agnus Dei, agneau de Dieu. Non, qui pas enlève du le tout, c'est pour Non. une toute autre raison, figure-toi Vincent, bon, c'est d'accord. que depuis le Moyen-Âge, eh bien, la ville de Grasse, son industrie principale, c'était la tannerie. Et le tannage, vous savez, ça se faisait au moyen de quoi? Alors, Des attention, excréments d'animaux. Exactement, des excréments d'animaux, des crottes de chiens et de l'urine de cheval. Alors ça devait sentait sentir pas très bon, bon, ça, ouais. Exactement. Ah bah c'est Et au surtout XVIIe le siècle, mélange qui est je assez raconte étrange. Une toute petite histoire, parce qu'au XVIIe siècle, eh bien, un tanneur de Grasse a eu l'idée d'enfleurer son cuir avec des bains de senteurs et notamment des senteurs d'eau de rose. Et c'est comme ça, puisque que ces tissus, ces cuirs ont été embaumés, et c'est comme ça qu'ils ont pris cette délicieuse odeur. On le faisait notamment pour des gants. Et c'est comme ça que le sambon a commencé à Grasse. Des gants qui ont été offerts à parfumé. Catherine de Médicis. Et c'est elle qui a fait le buzz après avec ses gants parfumés. Elle fait le buzz, Catherine de Médicis. Facebook, Merci. Twitter, tout. Merci Elena, merci Guillaume. Alors, c'est vrai que nous sommes ici dans une région de senteurs, de parfums, dans une ville de flaveurs. Flaveurs, c'est le mélange entre l'arôme et le goût, hein, bien entendu. Donc, il est normal de faire une cuisine parfumée. Et pour ce faire, j'ai invité à me rejoindre JP. Voilà, c'est Jean-Pierre Boravant qui est chef grassois. Salut. Merci.
Ça va Jean-Pierre? Ouais, très bien. Je suis content qu'on cuisine ensemble. Bonjour à tous. Avec déjà pas mal d'ingrédients sur la table. Là, il y a de quoi faire. J'ai ramené un petit peu de soleil là. Ah bah oui, c'était important que ça soit dans les plats quand il n'est pas dans le ciel, mais ça va revenir. Hein. Nous, on était extrêmement confiants. On n'a jamais été trahis depuis qu'on est là début de semaine. Alors, de la viande hachée. On va faire un tartare de bœuf à la provençale. Alors, je vais commencer par faire une tapenade d'olive noire maison et suivi d'un pesto également maison. Et en fait, tous les ingrédients que vous voyez sur la table vont devoir rentrer dans le cercle qui se trouve dans la poêle. Ah bah, va falloir pousser très fort alors. Va falloir pousser très fort, ouais, voilà. Donc, Et alors, pourquoi il y a du chèvre là? Alors, du fromage de chèvre en fait, parce qu'on va en mettre dans le tartare justement, ça va caraméliser la viande. En d'accord. tout. On va le faire poêler. C'est tartare poêlé. On le fait poêler aller-retour, ouais, tout à fait. Attention, voilà. C'est pas le tartare cru, c'est le tartare cuit. Cuit aller-retour. Bah voilà, génial. Et alors là, c'est une recette qui est extrêmement simple à faire chez vous, bien entendu. On a toujours à cœur de vous présenter des recettes qui sont simples à faire chez vous, même quand ce sont d'excellents chefs qui ont les techniques. Et il faut simplement s'en servir pour utiliser les techniques des chefs, les meilleures techniques, les meilleurs trucs, les meilleurs tournements. Chez vous, qui nous regardez, vous savez que vous retrouverez la recette sur France3.fr, la rubrique Midi en France, bien entendu. Alors, on va partir avec Guillaume, parce que, regarde, et juste à côté, il a les chaussures qui ont des petites ailes. Oui. Je ne vais pas très loin avec ces petites ailes. Je vais dans Grasse, à 3 km du centre, dans le hameau de Sainte-Anne. Eh bien, c'est là qu'il y a un moulin du XVIIIe siècle. Et Audrey et David, un couple franco-gallois et leurs enfants habitent là-bas. Et c'est également une délicieuse maison d'hôtes, une maison d'hôtes comme on les adore. Sur les hauteurs de Grasse existe la Maison du Bonheur. Une famille franco-britannique a eu un coup de cœur pour un ancien moulin et l'a transformé en chambre d'hôte. Voilà, un petit plateau du matin. Voilà. Il faudrait de force aujourd'hui pour visiter. Le bon jus d'orange. David et Audrey ont racheté cette bâtisse en 2014. Et depuis, la vie familiale a quelque peu changé. Les enfants grandissent au milieu des clients, mais ça ne les a pas dérangés longtemps. C'est une maison très grande et authentique et ça fait bizarre d'avoir des clients qui viennent chez soi et tu sais pas comment leur dire bonjour. Mais au fil du temps, je me suis habituée. Et Aston s'est tellement bien habitué qu'il a appris quelques tours de magie pour les faire aux clients. J'ai choisi une carte. Choisissez une carte. Voilà. Le moulin, c'est un vrai travail en famille. Et même les enfants mettent la main à la pâte pour soutenir leurs parents dans ce nouveau défi. Ça se fait que des fois, les enfants font à manger pour nous, soit le soir ou même petit-déj. On a eu les plateaux au lit. Mais bon, plus rarement, eux, ils ont des plateaux au lit. Ça dépend s'ils étaient sages ou pas. C'est dans ce nouveau cocon que la petite famille a trouvé son équilibre. David et Audrey continuent tous les deux à travailler, en plus de leur nouvelle activité. Les chambres d'hôtes, c'est surtout pour eux un moyen de partager avec les autres leur coup de cœur pour ce lieu enchanteur. Et entre deux voyages d'affaires, David a trouvé comment se ressourcer. Il s'isole dans ses vignes. Une véritable évasion, le rêve de tout le monde. Ici, c'est mon moment de paix. Entre la vie de fou, c'est quelques minutes voler dans le jardin, couper quelque chose, nettoyer. Et ici, on est avec la nature. Ici, c'est que moi et la terre. Un grand jardin pour les enfants, une belle demeure. David et Audrey sont comblés. Le bonheur à l'état pur. J'aurais jamais pu imaginer qu'avant mes 40 ans, j'aurais pu avoir une bâtisse pareille et une vie pareille. Mais là, je pense qu'on a atteint, pour moi, un rêve, le rêve ultime, quoi. Pour un Gallois comme David, la vie de famille à la française ressemblait forcément à ça. Et désormais, cet idéal, c'est son quotidien. Il a réalisé son rêve.
Alors, pendant que le sujet tournait, eh ben, Sophie me disait, mais ça me rappelle un autre moulin. Lequel, Sophie? Oui, alors c'est un petit peu différent, mais le moulin d'Alziary à Nice, qui est vraiment en ville, dans le quartier de la Madeleine, et qui est le dernier à avoir une roue en une meule en pierre. Une meule en pierre pour, voilà, pour les olives, d'ailleurs. Voilà. Il y en a une dans ce moulin, alors, qui ne fait pas d'huile d'olive, mais la roue fonctionne toujours. David ouvre l'écluse dans la rivière et cette roue en cèdre regarde magnifique. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, eh bien, il y avait 22 moulins à Grasse. Et David Hovey, eh bien, le Gallois, qui est le propriétaire de cette magnifique maison d'hôtes, nous a rejoint. David, merci d'être parmi nous. David, on est ravis, c'est vraiment la maison du bonheur, on l'a vu dans le sujet. Et David, il porte les couleurs du Pays de Galles, il s'est mis en rouge là. Absolument, voilà, rouge et bleu. Et voilà, il va pouvoir assortir à ça The French Smile, le sourire de France. Formidable. David, juste un petit mot. Est-ce que vous essayez au petit déjeuner de donner un petit côté british à ce que vous servez à vos hôtes? Alors Guillaume, vous savez qu'en Angleterre, on mange des haricots en sauce rouge. Oui. Ça s'appelle des baked beans en anglais. Je les achète à 2,6 kg la boîte. Oui. Donc c'est des grosses boîtes et personne ne les veut. Donc c'est à nous de les manger. Ah, et il les déguste au petit déjeuner avec ses fils. Eh ben voilà. Et je dois dire que pendant que tu parlais, David, eh bien le temps a tourné façon Cardiff là. Il y a un petit côté Pays de Galles aujourd'hui, ici à Grasse. En Angleterre, on dit que c'est une belle journée, ça. C'est les grandes Il y a un journées. petit nouveau dans la famille, là. Il y a un petit nouveau dans la famille. Oui, un petit nouveau, une petite fille, parce que dans le sujet, on a vu Audrey est enceinte. J'ai eu l'impression. Depuis, elle a eu une petite fille qui s'appelle. Donc c'est Alessia qui est née le 9 mars. Il y a une Bravo, super. Bravo, félicitations. Félicitations. C'est la génération Midi en France, on les aime bien nous. Voilà, ceux qui sont nés pendant les sujets pratiquement. Merci Guillaume. Sophie, toi tu es très impliquée dans la vie de la cité à Nice et notamment dans l'environnement, je crois que ça te parle beaucoup. On a quelques images de cette coulée verte que tu connais bien. Voilà, tu peux nous dire ce que l'on voit à l'image? Oui, la coulée verte, c'est une réalisation là, de Christian Estrosi quand il est arrivé dans la ville, qui une des premières choses, ça a été de détruire. Il faut savoir qu'avant, il y avait la gare routière qui a été construite dans les années 70 et à côté du théâtre. Et en fait, il faut savoir là aussi qu'il y a un fleuve dans Nice qui s'appelle le Paillon et qui, au fur et à mesure des siècles, a été recouvert. Parce qu'évidemment, dans une ville qui est très collinaire, on cherche du plat. Ça a commencé par le jardin Albert Ier, puis après devant le lycée Masséna, etc. Et donc l'idée, ça a été de faire un jardin qui prend comme la forme du fleuve et qui recrée ce mouvement, donc du théâtre jusqu'à la mer, qui déroule comme ça, un paysage avec des arbres rares, etc. Vraiment une très belle nature, mais comme le cours de l'eau. Voilà. Et donc c'est devenu vraiment dans Nice une promenade pour tout le monde, un jardin pour les enfants, etc. Ça a vraiment le Paillon sépare un peu la vieille ville de la ville plus moderne. Et là du coup on peut voir les façades qui se font face. Vraiment c'est remettre en scène la ville. Tout à fait. Oui, ça rescénographie la ville autour du fleuve. Tu parlais du Théâtre National de Nice. C'est lui qui t'a fait revenir à Nice il y a une quinzaine d'années en fait. Oui, c'est vrai que Daniel Benoît qui a pris la direction du théâtre en 2002 m'a proposé de devenir, comme on appelle, sociétaire de la troupe, puisqu'il a créé une troupe. Et la première pièce, c'était Festen. Et ensuite, on a fait, pendant 5 ans, j'ai été complètement immergée dans le théâtre. Et c'était vraiment une très très belle aventure, comme comédienne, comme metteur en scène. Voilà. C'est une femme qui dirige ce théâtre maintenant, c'est Irina Brouk. C'est Irina Brouk, tout à fait. Et notre ami Jacques Weber, qu'on avait sur le plateau du Salon de l'Agriculture, a été le plus long directeur, en presque 10 ans, 15 ans. C'est un peu grâce à lui qu'il y a eu ce théâtre en 1985, parce qu'il n'y avait pas une grande tradition de théâtre à Nice. Enfin, il y a plein de petits théâtres, mais il n'y avait pas comme ça un centre dramatique national. Et voilà. Et Irina travaille aussi beaucoup en troupe. Enfin, l'idée du théâtre de Nice, c'est qu'il soit vraiment ouvert sur la ville. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que tu fais non seulement de la mise en scène dans le théâtre, mais tu es aussi chargé pour la ville de faire la mise en scène dans la ville. C'est très juste. Oui, c'est vrai. C'est bien que tu le dises comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens. J'ai eu envie à un moment donné de quitter le théâtre pour passer vraiment du côté du public. J'ai eu le public du cinéma, de la télévision, du théâtre. Et là, j'avais envie d'être vraiment immergée. Et il n'y a rien de tel pour ça que de s'intéresser à l'urbanisme. Bon, là, dans ce cas-là, c'était la réhabilitation d'une friche industrielle. Parce que la ville, c'est l'endroit
où l'on se rencontre. Et la culture, c'est véritablement l'art de la rencontre avec l'autre. Donc, quand on travaille sur un projet comme ça, la question clé, c'est qu'est-ce qui va motiver les gens pour venir dans un lieu de culture. Donc, forcément, on est à la fois en lien avec le public et en lien avec la vie de la cité, Avec la cité. et avec la construction de la ville, avec sa métamorphose permanente. Une ville, c'est constamment en train de se réinventer. Mesdames et messieurs, Sophie Duès, qui est passée de la comédie à la comédie humaine. Voilà. Et au monde politique, à la vie de la cité. On en reparlera évidemment au cours de cette émission, mais on va s'intéresser un petit peu à la cuisine de JP. JP, je te voyais émincé, haché, tranché pendant que je causais. Alors, là, tu as de l'olive noire. C'est ça, on va mettre 2 gousses d'ail avec. Alors, il y a 200 grammes d'olive noire. D'accord. 2 gousses d'ail. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de jus de citron également. Citron de menton d'ailleurs. Passage. Quand même, hein. Ou même citron de Nice, hein, même s'il n'a pas l'appellation du citron. Mais c'était des mentons, c'est pour ça que je le dis. Après, il y a des capres également. 20 grammes de capres. Ah bah, alors attention, je rappelle. On en a parlé hier, c'est ça. Tapenade vient de tapenade, tapen, c'est-à-dire la capre. Tout à fait. Hein, donc s'il n'y a pas de capre, c'est pas de la tapenade, c'est de la pâte d'olive. Et de 10 l'huile quand même. D'huile d'olive, ouais, bien sûr. Ah ouais, là aussi, de l'huile d'olive de la région. De la région, ouais, bien sûr. J'espère hein, qu'on soit un peu locavore quand même. Alors, c'est... Ah non, bah non. Dis donc, c'est Ursula, c'est mon assistante qui t'a donné ce mixeur. Tout à fait, à l'instant, parce que l'autre marchait pas. Alors, pas donné le mode d'emploi avec. Il a l'air très professionnel. Ça, bon, ça marche. Mais au moins, on l'a dans sa cuisine chez soi. Alors, bien entendu, là, on fait une tapenade qui va servir à aromatiser ta la viande. Ouais, tout à fait. Ouais, ça va donner du goût à la viande. Et surtout avec l'ail en plus bien. T'as vu, il est un peu lassif hein, le mixeur. Hein. On sent que c'est pas du matériel professionnel. Alors voilà la tapenade, là elle est terminée. Elle est faite, elle est bonne. C'est fini. D'accord. Rien d'autre à faire. Alors juste pour la conserver, on peut la conserver 2 semaines, une tapenade comme ça. D'accord. Il suffit juste de la mettre dans un ramequin et de mettre un filet d'huile d'olive par-dessus qui la recouvre complètement. Qui va empêcher l'oxydation. Tout à fait, ouais, voilà. Et comme ça vous pouvez la garder longtemps. Voilà. JP, tu es clair, tu es limpide, tu es lumineux. Voilà. Merci. Et pendant ce temps-là, nous on va aller s'occuper avec notre ami Fred Soulier d'un sport extrêmement provençal puisqu'il s'agit un peu de pelote basque, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, Vincent. C'est pas un peu une arnaque ce truc, Fred? Mais non, parce que vous connaissez tous la pelote basque, évidemment, qui se pratique dans le sud-ouest et aussi en Amérique latine. Mais on oublie qu'il y a eu la pelote provençale pendant plus de 200 ans. Alors, c'est vrai que le sport a été un petit peu oublié, mais je vous propose de rencontrer le club de Grasse, ici même, juste à côté. Un club qui a quand même 5 titres de champion de France en National A. C'est pas rien. Et nous les avons rencontrés dans la salle de sport, ça s'appelle le Trinquet. Et ici, à Plante de Grasse, il y a le seul Trinquet en dehors du sud-ouest. Des lunettes sans verre pour protéger les joueurs, des raquettes en bois appelées pala, un jeu physique et spectaculaire bien connu au Pays Basque, mais pourtant nous sommes dans le Trinquet de Plante de Grasse, le seul Trinquet en dehors du sud-ouest où jouent des équipes qui évoluent au plus haut niveau français de pelote basque, un sport de balle qui se joue dès demain. Aujourd'hui, je dirais que je serai droitier et puis demain gaucher. Donc, on short la gauche, la balle arrive sur le coup droit. Les 2 gestes doivent être identiques. On va reprendre dès le mois de septembre. Si les racines de ce sport remontent aux civilisations grecques et romaines, cette activité de loisir exigeante trouve son terrain de prédilection dans le sud de la France. La pelote, en fait, à l'origine est provençale chez nous, puisqu'elle se pratique sur un fronton, qui est un mur simple qu'on trouvait dans les villages, dont on trouve encore quelques exemplaires dans le département. Mais la plupart ont été détruits, puisque plus utilisés. Pendant 200 ans, la pelote provençale a animé les fêtes de village. Apparue en Provence à la fin du XVIIIe sous l'impulsion de Mirabeau, elle s'implante particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Dérivée du jeu de paume, cette pratique populaire de balle à main nue a aujourd'hui quasiment disparu depuis les années 80 avec l'arrivée de la pala, cette raquette en bois qui évitait de se casser la main. Ici, on commençait toujours à la main nue, dès tout petit. Alors, c'est douloureux, mais ça passe. Ça finit par passer. Si la pelote basque se joue 2 contre 2 sur un terrain de 70 à 100 mètres, la provençale se joue à 3 contre 3 sur un fronton d'une trentaine de mètres avec une balle plus petite et plus vive. Petite démonstration. Même pas mal.
Alors là, ça c'est incroyable, hein, Fred, ce que je vois là. Alors, je peux vous dire que le fronton a été repeint la semaine dernière, donc il est tout beau, tout neuf. Alors j'ai Pour Midi en France. Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est vrai. J'ai testé lors du tournage de ce reportage. Je peux vous dire que le fronton, c'est vraiment physique. Ma main a bien senti. Et le trinquet, c'est beaucoup plus tactique. Voilà. On se retrouve la prochaine fois au trinquet, Vincent. D'accord? Mais pas pour trinquer. Oui, ça manque un petit peu d'entraînement. Oui, c'est ça. Trinquet, je sais faire, mais celui-là, je suis pas sûr. Voilà. Les amis, on est à Grasse, au milieu des élèves de 3e et de 4e qui sèchent les cours pour être avec nous, c'est ça? Bon, il vous sera beaucoup pardonné parce que vous allez apprendre des tas de trucs maintenant. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Ouais. Nous avons notre professeure Elena Morna qui nous donne des cours de Côte d'Azur. Parce qu'en fait, je suis venue vérifier si les petits collégiens la connaissaient bien, non seulement leur ville, mais aussi la Côte d'Azur. Et on va jouer non seulement avec vous sur le plateau, mais vous aussi à la maison. Première question. Tada, savez-vous qu'ici, à Grasse, quelqu'un a fait 24 victimes? Au XVIIe siècle. Un tueur en série? On cherche une personne? On cherche une personne. Un serial killer qui aurait fait 24 victimes ici à Grasse. Une idée? Est-ce que vous auriez une idée? Est-ce que vous voulez un indice? Un homme ou une femme? Absolument, un indice. C'est un homme. Un homme. Ah, un homme. Ces victimes étaient pour la plupart rousses ou blonds vénitiens, un petit peu comme vous, comme toi, Sophie. Moi, j'ai survécu. Oui. J'ai survécu. Et c'est un personnage de roman. Alors, un roman, Grasse. Ah, mais si, je sais. Alors, c'est Grenouille. C'est Jean-Baptiste Grenouille. Patrick Susskind, je vous aurais bien vu jouer la pièce justement ou faire le film. Jean-Baptiste Grenouille, je vous explique, c'est un best-seller en fait. Le parfum, c'est le nom du livre. Jean-Baptiste, nous sommes au XVIIe siècle. Il naît dans le caniveau, il est orphelin, il n'a pas d'odeur et il est obsédé par les odeurs. La quête de sa vie, ça va être de faire le parfum parfait. Et pour le faire, ce parfum, eh bien, il tue des jeunes vierges rousses pour capter leur odeur. Et il va y parvenir, effectivement, à Grasse, il va faire 24 victimes, il va le réaliser, ce parfum qui rend complètement fou. C'est un thriller absolument fantastique de Patrick Susskind, donc qui s'est quand même vendu à 20 millions d'exemplaires. Ouais, incroyable. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi le film avec, entre autres, Dustin Hoffman, qui lui a un peu moins embaumé les spectateurs. Alors je propose à mes Elena, amis... il faut dire simplement que c'est un livre qui est formidable pour le parfum, mais qui donne une vision tout à fait réaliste de la ville de Grasse à cette époque, hein, au XVIIe siècle. Oui. C'est vraiment extrêmement documenté, c'est un très beau livre. Alors, une autre petite question, là je vous attends, hein, mes amis collégiens, une autre petite question. Vous savez que Pablo Picasso a séjourné à plusieurs reprises en Provence, dans plusieurs villes de Provence et de la Côte d'Azur. L'une d'entre elles a fait de lui son citoyen d'honneur. Laquelle? Mougin. Mougin. Cannes. Mougin. Cannes. Antibes. Tout le monde dit Antibes autour, les jeunes. Là. C'est Hélène et ses collégiens. Ah non, ce sont les jeunes élèves qui ont Voilà. trouvé, hein. Bravo. Effectivement, Bravo. c'est Antibes où il a son musée qui est dans le château Grimaldi. On peut les applaudir, les collégiens. Ouais. Alors c'est dans le château Grimaldi, c'est bien ça, château dont les fondations datent juste, je dis ça comme ça parce qu'il est formidable ce château, du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors il y a séjourné à plusieurs reprises. Et vous savez-vous que rien qu'en un hiver, l'hiver 1946, pendant qu'il était dans le château Grimaldi, il a peint ne serait-ce que 70 toiles. Il a également fait des céramiques. Alors je vous invite à aller dans ce château parce qu'on y admire non seulement les toiles et les céramiques de Picasso, mais aussi d'autres comme Nicolas de Staël qui a aussi séjourné à Antibes ou encore Modigliani. Et vous pouvez suivre l'itinéraire, si vous aimez Picasso, l'itinéraire Picasso à travers toute la Provence, qui part d'Avignon, qu'il a découvert en 1914, qui va jusqu'à Mougins, où il est décédé en 1973, et puis bien sûr en passant par Antibes, ou par Arles, ou par Valoris, enfin et toutes puis les villes de la Côte d'Azur. Matisse, et puis Cocteau, Exactement. et puis une pléiade d'artistes du XXe siècle. Bravo aux collégiens. Qui sont là pour mettre en valeur la région également. Et bravo aux collégiens, effectivement, de Grasse, les élèves de 3e et 4e. On a du futur devant nous, là. Hein. On a du talent qui va s'exprimer dans les années à venir. Ils sont là, les collégiens de Grasse. Ils sont sur le coup. Et alors, en cuisine, pareil, j'ai JP. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre. Alors, où est-ce que t'en es? Ah bah, t'as remis dans le mixeur. J'ai remis dans le mixeur. Regardez, non mais... Alors, c'est pour dire qu'il y prend goût, hein, au mixeur de celui-là. Ouais, je vais essayer. J'ai récupéré le basilic. Je l'effeuille. On met les pignons. Oui, des pignons qu'on n'a pas fait griller, ils sont crus là. Tout à fait. Parmesan. Une gousse d'ail. Tu cuisines, Sophie?
un peu. Oui, moi j'aime ça. Je fais de Et la de l'huile cuisine d'olive, simple. encore une fois. Ce qui m'intéresse, ce sont les très bons produits. Voilà. Ah De oui, vraiment faut dire que cuisiner dans la des très région, bons hein, produits. Donc ça c'est peut être super simple, gâté. mais bon. Ouais. Alors là, on a un pesto. Hein, Tout à fait, un ouais. pesto. Tu fais le pesto, toi, à la maison? Oui, puis ça se garde, c'est ça qui est C'est bien. ça, bah, un en peu- fait c'est exactement comme la tapenade d'olive. Il suffit juste de le recouvrir d'huile d'olive pareil. Et vous pouvez le garder au moins 2 semaines aussi. Et Alors ça moi- vous pouvez le mettre dans n'importe quoi, de l'écrasé de pommes de terre avec des pâtes pour assaisonner un tartare. Moi j'en mets aussi un peu dans la salade, dans la vinaigrette, j'en ouais, mets, bien c'est- sûr. c'est Ouais. parfait. Voire même les tartines dans le café au lait le matin. Ça, non, peut-être pas. Ça. Je vais pas essayer. Alors moi, je me permets de faire une chose, hein, moi qui suis pas tellement provençal, hein, mais plus au nord. Je fais pocher mes gousses d'ail avant de faire le pesto, de manière à retirer un petit peu l'âcreté et la force de l'ail. C'est-à-dire qu'on aura l'arôme de l'ail, mais ça reprochera moins fort. quand même. Ouais, tout à fait, ouais. Oui. Bah bon, ouais. Hein, on trouve les trucs qu'on peut. Hein. Alors, Ouais, c'est oui. reparti. Je vais y arriver avec ce mixeur. Bah, là, il Toujours me avec semble, le hein. mixeur de professionnel, non? Non mais il a apprivoisé le mixeur d'Ursula là, regarde. C'est bon, ça va faire. C'est marche Ça va JP, hein, regarde. Oui, c'est pas mal. Alors, voilà. Ah bah c'est bien, il faut Alors, pas que on va ça soit remettre un plus petit mixé peu. que ça. Si, justement. Ah si, il faut On que va ça mettre soit un plus petit peu. en pâte hein, quand Ouais, même. tout à fait, hop. On va Et le remettre un petit coup. ce pesto, enfin pistou ou pesto, hein, c'est qu'on soit côté ligure ou côté provençal et azuréen, c'est à inclure dans la viande hachée ou ça va venir en sauce dessus? Dans la viande hachée. Dans Vous la allez voir, viande hachée. Je vais mélanger la tapenade et le pesto avec la viande hachée. Ça va donner un super goût à la viande. Voilà. D'accord. Après le bienfait de la plante aromatique, le bienfait des animaux avec notre vétérinaire Hélène Boucher. Et vous savez, Gâteau. Hélène Gâteau, ah, Oui, c'est mais mon c'est ancien dingue. nom, ça. Mais c'est Parce que dingue, pourquoi ton nom de parce jeune que tu fille parles ressort parce que parfois tu parles de viande. Donc du coup, tu dis Hélène Boucher, non, je suis Hélène Gâteau. Voilà. C'est ça, c'est parce que j'étais dans la viande hachée. Un nom très célèbre, Hélène Boucher. Le bienfait par les animaux, c'est ce qu'on appelle la médiation animale. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Eh bien, à Nice, j'ai rencontré Nathalie. Nathalie, elle intervient grâce à sa structure Vianimo qu'elle a fondée en 2012 dans des maisons de retraite, dans un EHPAD, l'Institut Claude Pompidou, avec entre autres un lapin géant, des rongeurs, mais également sa chienne. Tisane, qui est ici d'ailleurs, qui est avec nous. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est magnifique, c'est une Bearded Collie et elle vient apporter du bien-être aux personnes âgées qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas un gadget, c'est un moment de bien-être qui a des répercussions bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. À quoi ça vous fait penser? Celle-là, elle sent bon, hein? Oui, c'est la menthe. C'est la menthe, bravo Giovannina. Ce matin, les pensionnaires de l'Institut Claude Pompidou reçoivent la visite de leur bonne fée, Nathalie. Depuis 1 an, elle vient rendre visite à ces femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, elle a organisé une cueillette, car ces dames reçoivent des invités pour le déjeuner. Touchez, touchez, comme c'est agréable. Est-ce que vous pourriez en ramasser pour les animaux? Allez-y. Leurs invités, ce sont ces petites boules de poils. C'est avec ces adorables rongeurs que Nathalie compte freiner la maladie. Cette thérapie s'appelle la médiation animale. Elle vise à faire travailler les capacités sensitives des malades qui souffrent de l'isolement. Au contact de ces animaux, la parole se libère et les sourires réapparaissent. J'adore. Vous adorez? Oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit animal. Oh, qu'est-ce que c'est comme un petit animal? Vous voulez le prendre contre vous? C'est un petit cochon d'Inde. Et oui, c'est tout petit. C'est tout petit, hein? Les animaux sont justement capables d'apaiser et leur permet aussi d'arrêter de penser à leurs douleurs, à leurs problèmes, de se sentir heureux et tout simplement mieux dans leur tête. Nathalie fait aussi préparer à ces femmes des petits plats pour nourrir les animaux et retrouver ainsi les gestes d'antan. Un exercice excellent pour la mémoire. Voilà. On va le mettre dans le sadi, ils vont manger. Allez, super. Mais c'est aussi la bonne humeur de Nathalie qui redonne confiance à ces femmes. Très bien. Et il est en train de tricher. Il est en train de tricher. Regardez. Et tu triches? Eh oui. Mais tu es un petit polisson. Moi, ça me fait très très plaisir parce qu'on voit beaucoup de sourires. Elles sont heureuses et elles ont le geste vers les animaux. Elles ont préparé à manger pour eux et ça les valorise. De se sentir utile, ça donne envie d'aller de l'avant, de vivre. C'est la vie. Voilà, sage, comme ça, très bien, sage. Moi, je les adore. Ah, tant mieux.
Ils le savent. On a depuis toujours, on a eu des chiens. Tout le temps, tout le temps. Ah, super. Donc ça vous rappelait des bons souvenirs. Oh. Tant mieux, Marie-Antoinette. Grâce à l'amour que donnent ces animaux, Nathalie fait des miracles. L'espace d'une matinée, Giovannina, Jackie et les autres ont rompu l'isolement dans lequel la maladie les enferme pour vivre une parenthèse enchantée. Allez, Jacqueline, on y va. Allez, Jacqueline, allez. Et regardez, Nathalie nous a justement amené plusieurs animaux avec lesquels elle travaille, que ce soit auprès de personnes âgées, auprès de personnes en difficulté, des enfants autistes. Alors vous avez tous entre les mains des animaux différents. Là, on a un chien, un petit caniche nain qui s'appelle Mousse. 3 mois. Sophie, vous avez un petit cochon d'Inde, un cobaye. Je tiens à dire que ça, c'est de la fausse fourrure. Hein. Voilà, qu'il n'ait pas peur, parce que... Bon, entre les mains, j'ai Jean-Pierre, moi. Ma première vocation, c'était d'être vétérinaire. Voilà. Ah, regarde. J'ai tourné, mais voilà. Et je vois en tout cas que tous, autant que vous êtes, vous êtes en train de caresser. Et alors les les jeunes ont très envie aussi de les caresser, parce que moi c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fonctionne très bien avec les personnes âgées, mais aussi avec les plus jeunes, ça peut responsabiliser. Bien évidemment. Moi je me souviens que maman, elle nous avait, moi aussi j'ai fait acheter un chien pour nous obliger à rentrer tout de suite après le collège, comme ça nous responsabilisait, on faisait moins de bêtises. Il y a énormément de bénéfices à la présence des animaux auprès de qui que ce soit. Qui que nous soyons, la présence d'un animal peut nous apaiser, favoriser la communication verbale, la communication non verbale aussi. Le lapin est magnifique, tu le laisses, tu le laisses un peu loin, un peu loin de toi. Viens avec moi. Voilà. Il ne fait pas confiance à Vincent, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est apaisant. Il n'aime pas les cuisiniers, attention. Les cochons d'Inde sont très doux, on l'a prévu, très affectueux. Tu l'approches pas de la poêle. Le petit cœur qui bat, c'est tout bête, mais ça fait du bien. Et ça dégage l'esprit. Exactement. Et dans les maisons de retraite, vous savez, où le contact physique peut parfois manquer, où les câlins manquent, ces personnes âgées peuvent d'un seul coup avoir cette présence qui est vraiment un support affectif. Et est-ce que c'est répandu, Hélène? Alors, la médiation animale, elle se développe aujourd'hui de plus en plus en France, mais ce n'est pas parce que vous avez un chien qui est sympathique, gentil et bien éduqué que vous pouvez aller pratiquer de la médiation animale. Il faut quand même être à même de pouvoir entrer en contact avec un public souvent en difficulté. Et en l'occurrence, c'est le cas de Nathalie qui a vraiment développé son institut Via Animaux pour développer la médiation animale. Mais voyez, je vois que ça fait du bienfait sur chacun d'entre vous. Même toi, Vincent, tu es tout calme avec Snoopy entre les mains. Je crois qu'il a froid aux mains, en fait. Il se réchauffe. Est-ce que ça peut fonctionner avec d'autres animaux que des animaux à poil? Avec des oiseaux. Alors après, oui, avec les oiseaux, ça se développe aussi. Il y a une association qui s'appelle les Chouettes du Cœur qui développe les oiseaux dans les maisons de retraite. Chaque animal peut avoir sa propre vertu. Les petits, c'est le côté un peu affectif, tout petit. On sent le petit cœur qui bat effectivement entre les mains. Le chien, ça va plutôt être le côté l'animal qu'on peut dresser, à qui on va apprendre potentiellement des petits tours. Donc c'est vraiment, moi je ne peux que prôner la présence des animaux à nos côtés, mais c'est une relation bien évidemment réciproque. L'animal ne doit pas être instrumentalisé, bien évidemment, on doit s'en occuper. Et Nathalie a écrit un livre, Moi animal, 200 grammes, je peux vous aider, justement autour de la médiation animale. Dis donc, il a grandi depuis le livre, le lapin, parce que là, il a nettement dépassé 200 grammes, mon biquet. Et ces moments avec des animaux, c'est une parenthèse, mais parfois c'est ce qu'il y a entre parenthèses qui a le plus de sens. Merci Hélène. Sophie, je voyais que tu frémissais pendant tout ce sujet. Je crois que tu as voulu être vétérinaire, toi. Oui. Moi, c'était vraiment ma passion d'être vétérinaire. J'ai toujours eu l'impression d'être en dialogue avec les animaux. Là, je viens de perdre un carlin qui avait 16 ans et demi, donc je suis un petit peu nostalgique. Et j'ai fait beaucoup d'équitation aussi, donc ça c'est... Une vraie passionnée d'animaux. Oui, et je crois d'ailleurs qu'il y a pas mal de travail avec des adolescents en souffrance, avec les chevaux. L'équithérapie se développe énormément grâce au miroir émotionnel que représente justement le cheval. Ça reflète les émotions et le comportement généralement des adolescents en souffrance. Oh là là, je suis en train d'essayer d'intéresser Sloopy à la cuisine, et c'est très difficile, surtout le steak haché, c'est pas son truc. Il a peur de finir dans la poêle. Chef, JP, alors remonte là Sloopy. Alors voyons. Alors, reste le...
comment il a dégagé la poêle d'un coup de patte. Alors, chef, bon, est-ce qu'on peut venir récupérer... Merci, Elena. Tu es bien brave, parce que Soupy, ça lui dit rien, franchement, le steak tartare. Alors, où est-ce qu'on en est, chef? Alors là, maintenant qu'on a notre tapenade et la sauce pesto, on va tout mélanger avec le reste des ingrédients. Donc là, vous avez la viande tartare, le fromage de chèvre, on va mettre les oignons avec. D'accord. Les oignons, on va On mettre... a émincé très finement, hein. C'est ça. On va haché, mettre... quoi. Ouais, c'est ça. On va mettre 3 pincées d'herbes de Provence. Alors, c'est un mélange, évidemment, en tout cas, thym, romarin... Tout à fait. Un petit peu de sarriette... Tomate confite. D'accord. On va mettre 3 cuillères de sauce pesto. Mais, et généreux. ça va cuire quand on met tout ça dedans? Ouais. Vous allez voir. Ouais. Je suis sûr de moi. Et là, la tapenade. Et la tapenade, on va mettre aussi 3 belles cuillères pour bien mélanger. Et maintenant, on va mélanger pour donner les arômes à la viande. On mélange pas à la main, j'imagine. Non, pas à la main. Une belle cuillère. On va voilà, faire ça regardez. correctement. Et on va remettre un petit peu d'huile d'olive en plus pour terminer ça. C'est le poivre. Et après, on cuit. Vous mettez que des olives noires, en fait. Que des olives noires, ouais. Pendant ce temps-là, le temps se déchaîne un tout petit peu ici à Grasse. Le tartare, c'est vraiment de saison, mais aujourd'hui, ça prend une allure... Il est cuit. Oui, c'est vrai qu'on Il va est déjà cuire un cuit. petit peu. Nous, ce qu'on attend, je vais vous dire, les amis, vous allez dire comme ça, on attend l'orage, parce que dès le premier éclair, ça va servir à Nathalie Schrein-Guirma pour sa chronique. Bah si, pour recharger ton scooter. Les scooters. Mais tiens, petite question, les amis. Qui roule à 2 roues, là, autour de ce plateau? Bon, je vais essayer de vous rendre un peu plus éco-responsable. Et Sophie, vous qui êtes intéressée par toutes ces questions environnementales, ça va vous plaire parce qu'à Grasse, il y a une entreprise qui développe les scooters électriques. C'est un marché qui est vraiment en pleine expansion et vous allez voir que ces scooters 100% made in Grasse sont vraiment à la pointe en matière d'innovation technologique. Ce matin, Marie-Pierre rentre des courses au volant de son scooter. Silencieux et économique, son véhicule est 100% électrique. Tous les jours, je fais mes petites courses, c'est super pratique, j'ai largement la place et des fois je remplis même le coffre. Et en plus, avec ce scooter électrique, fini le passage obligatoire par la case station-service. Pour le recharger, rien de plus facile. Il suffit de le brancher sur une simple prise. Dès que j'ai fait une petite course ou quoi, je le mets systématiquement sur secteur en fait, en charge. Comme ça, moi, je suis sûre d'être tranquille et d'avoir toujours mon scooter opérationnel. Et Marie-Pierre l'utilise plusieurs fois par jour. Avec 100 km d'autonomie et une puissance de 125 cm3, elle ne sort plus jamais sans lui. Si bien qu'aujourd'hui, elle ne pourrait plus s'en passer. Je trouve ça juste magnifique de ne pas avoir du bruit de moteur dans les oreilles. Donc ça, c'est le gros plus. Et tant qu'on n'en a pas, on ne peut pas s'en rendre compte. Côté prix, il faut débourser 7 500 € pour ce modèle. Mais une fois acheté, il ne coûte plus rien, ne pollue pas et surtout, il ne cause aucune nuisance sonore dans la rue. Ce scooter est une révolution made in France et même made in Grasse. Car c'est ici, dans cette entreprise, que sont conçus et fabriqués ces scooters nouvelle génération. On peut aller chercher le contrôleur et le chargeur? Ouais. Sébastien est ingénieur. Avec ses collègues, il a inventé ce qui fait toute la différence entre ce scooter made in France et ses concurrents, sa batterie. Cette batterie qu'on a conçue ici à Grasse présente un système de gestion de température et d'équilibrage des cellules qui fait qu'on a une performance qui est égale sur tout au long des 100 km d'autonomie qu'on a. Et c'est vraiment notre performance, notre valeur ajoutée aujourd'hui. C'est cette technologie innovante qui assure aujourd'hui le succès de cette entreprise grassoise. Car en moyenne, un scooter par jour sort de cet atelier, prêt à avaler le bitume. Et l'entreprise va même encore plus loin. Bientôt, elle permettra aux conducteurs d'avoir toutes les informations importantes du scooter sur leur portable grâce à cette application. On a des données plus précises de la batterie, donc l'état de charge de la batterie, l'estimation du temps de charge pour charger la batterie à 100%, la tension du pack, le courant qui est consommé en ce moment même et la puissance aussi qui est consommée. Le scooter électrique français Made in Grasse voit l'avenir en grand. Particuliers, entreprises, mais aussi collectivités, ils sont d'ores et déjà très nombreux à passer commande. Ah oui, on peut être fier de cette jeunesse qui innove. D'ailleurs, on a un exemplaire de ce scooter en plateau. J'aime beaucoup les couleurs de ce scooter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est bleu, blanc, rouge,
Parce qu'il est 100% Made in France. Mais oui, France. donc en France. Alors, je suis sûre que vous avez plein de questions à me poser, les amis. Oui, d'abord, est-ce qu'il aurait un toit amovible hein, pour un jour comme celui-ci? Parce que vous avez vu, la météo, elle est devenue un petit peu Non, il n'y a capricieuse. pas de toit, oui, mais tu as un superbe casque que tu peux porter. Et surtout, tu peux bien le ranger, regarde. Tu as un bel espace en dessous du siège. Y a Attends, aucun je vais venir souci. voir Nathalie, parce que Attends. moi, les scooters, tu sais, je vis dessus. Bah hein, oui, donc c'est vrai, tu es toujours ça en scoot, m'intéresse. toi, Ouais, Vincent. ouais, Dis-moi, Tu vois Nathalie, l'espace, tu as un bon espace, tu peux ranger justement. plein de choses, notamment un casque, hein, le plus important. Où est-ce que je peux me brancher? Sur n'importe quelle prise. N'importe quelle prise. Tu peux aller dans un restaurant, demander à utiliser leur prise si tu as un souci. Tu ne vas pas ruiner tes voisins, tu vas pas Il n'y a ruiner pas le des bornes, il restaurant. n'y a pas des bornes dans les rues? Si, tu as des bornes, mais si j'avais par exemple, mais justement c'est ça l'avantage, c'est que tu n'es pas toujours à la recherche d'une borne. D'accord. Tu peux tout simplement le Mais brancher ça, sur c'est un toi. secteur classique. Mais la de durée 220 volts, d'autonomie, et alors ça te coûtera Comment à peu C'est près la durée 50 d'autonomie, c'est combien de centimes temps pour recharger ton véhicule. La durée 100 d'autonomie. km les amis. 100 kilomètres, Et d'accord. le temps de charge, ça c'est important. Bah, Combien de super temps important. Alors pour le rechanger entièrement, il faut compter 8 heures. D'accord. Après, pour le La nuit, rechanger quoi. à moitié, voilà, la nuit, il faut compter à peu près 4 heures. Donc voilà, et vous pouvez rouler tranquillement pendant 100 km à 60 à l'heure. Mais combien ça coûte, tout simplement, cet engin, à peu près? Alors, on l'a vu dans le reportage. 7005, hein, c'est ça, j'ai vu. Alors, à l'achat, ça va être cher, mais sur le long terme, ça va être rentable. Nathalie C'est ça qu'il faut savoir. Et cette batterie, elle est brevetée. Ça aussi, c'est une belle invention française. Moi, j'ai une autre question. C'est Dis-moi. qu'avec les scooters électriques, comme les voitures électriques, Oui. ce qu'il y a, c'est que ça ne fait pas de bruit. Ça, c'est vrai. Et alors, du coup, ça peut être dangereux parce qu'on ne les entend pas arriver. C'est vrai qu'on les entend pas arriver. Hein. C'est comme les voitures électriques. Alors ça me rappelle, je vous avais présenté une voiture électrique qui avait une bonne idée. Ils avaient installé un petit bruit de cigale. D'ailleurs, c'était en Provence pour annoncer l'arrivée de la voiture. C'est pas mal. Et c'est accessoiriser l'auto avec un bruit. Ouais, c'est Et on a génial. le fils de celui qui a inventé justement le scooter qui est en plateau. Arthur, viens à côté de moi, dis donc. Viens Arthur. Non mais ah bah oui, c'est son papa qui a Ouais, il y a inventé des ce fans, il y a des scoot. copains, là. Un grand bravo effectivement au papa. Et mieux que ça, le papa vient de gagner justement un marché. Et là tout récemment, il va équiper tous les agents municipaux de la ville de Paris, les amis. Et oui, il va remplacer les 400 scooters à essence par des scooters électriques. Donc encore un grand bravo à cette entreprise qui innove, qui continue de grandir. Et on espère pour eux qu'ils vont gagner encore d'autres marchés urbains européens. Nathalie, je suis très heureux Bravo, papa. pour les Parisiens, mais j'ai envie de demander à Sophie Duès, qui fait partie de l'équipe municipale de Nice, est-ce qu'à Nice aussi on va équiper les Niçois en scooter électrique? Bah, avant Paris, on a eu les autos bleus à Nice. Ah, quand Voilà. même On quand est quand même. même dans une ville collinaire, c'est ce que je disais. Donc il y a les vélos bleus, mais c'est vrai qu'il y a peu de plats. Donc les autos bleues, voilà, ça a été avant Paris. Et ce qu'il y avait à l'étude, c'est moteurs à air pulsé, c'est ça, je crois, qui sont aussi Oui, comme les étudiés séchoirs à cheveux. dans la plaine du Var, parce qu'il faut savoir que toute la plaine du Var, le gros projet s'appelle Éco-Vallée, Oui. qui va être dédié au développement durable et beaucoup donc ce qu'on appelle aux moyens de transport doux. Voilà. Oui, parce qu'on le comprend quand on voit Nice, hein, c'est une ville qui est quand même au milieu de la nature. Hein. Voilà, oui, Bien c'est entendu, il y a- c'est plus une montagne qui tombe dans la mer. Hein. C'est vraiment. Et alors, je me demandais justement si si là, on les le scooters voit, hein. électriques vont pouvoir être en accès libre, comme les Vélib ou les autos libres. Bah, c'est en discussion également, mais c'est pas entre cette société-là. Il y en a une autre effectivement qui cherche à développer, comme l'autolib, le scooter libre. C'est vrai, c'est un projet qui est en cours également. Il y a une grande mode du vélo électrique aussi. Hein, Aussi, qui a- pas le c'est vrai. Solex, mais le vélo électrique. Ça Et se la fait trottinette beaucoup. électrique. Oui. Donc c'est bien, ça se développe. On devient de plus en plus éco-responsable. Bientôt C'est la encourageant. promenade des Anglais en vélo électrique. Moi, je suis assez preneur. je Oui, dois mais il y a dire, la hein. construction du tramway, et c'est vrai que le tramway, c'est aussi, ça fait partie de cette volonté de réduire la pollution en ville. Voilà, on ira se balader à Nice dès qu'on aura retrouvé une météo un petit peu plus clémente, hein, les amis, parce que les pauvres élèves des collèges qui nous font l'inviter d'être là, ils sont en train de prendre un petit peu l'eau. Mais c'est pas grave, vous êtes jeunes, ça passera, hein? Ouais, voilà, c'est comme ça. Non, c'est bien, quand on est jeune, on peut prendre l'eau, on sèche, et puis voilà. Hein. Non, mais c'est ça la nature. Et puis c'est bien de pas toujours avoir que le côté soleil Cliché, de la Côte d'Azur, parce que il peut faire excessivement beau, mais quand il pleut, il pleut pas longtemps. Il Mais pleut pas effectivement, longtemps. mais c'est bien, on sent que la nature est là, nous rappelle à l'ordre en Un peu disant d'eau. c'est moi qui dirige là. Hein. Un peu d'eau pour les légumes, pour les palmiers, c'est Ça abreuve important. un Hein. peu. Il y a Ouais, des c'est coups vrai de mer que- énormes, il y a eu des inondations effrayantes là au mois d'octobre. Donc voilà, c'est pas une nature tranquille, c'est Aux vraiment abords une du nature printemps, qui de vit. toute façon, c'est bien de rappeler qu'il y a besoin un petit peu d'eau quand même dans les sols. Hein.
parce qu'il y a du maraîchage ici, hein, c'est important. Si on veut pouvoir alimenter le cours Saléa, ce beau marché niçois, Voilà, et la il faut marché de pouvoir la avoir des beaux Libération, légumes. et voilà. Bien, on va retourner à la recette. Chef, où c'est-il qu'on en est? Eh ben, on en est à la cuisson maintenant, c'est parti. Eh ben alors c'est parti, j'allume la poêle. Ouais. Alors, j'ai vu que dans la poêle, j'ai fait un petit panneau, je le dis pour notre réalisateur, voilà, hop, 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 hop. Il y a des cercles. Ouais, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des cercles? Pour que ça reste en forme de tartare, justement, que ça reste vraiment... Tu viens de nous faire un beau travelling, là, Vincent. aller-retour et qu'on ait en fait le cœur du tartare qui soit cru, toujours. Le cœur du tartare va être cru. Ça va juste être cuit. C'est comme un steak bleu, quoi. On garde le... Ah oui, donc tu remplis tes cercles dans la poêle directement. Ouais, dans la poêle directement, ouais. Alors, la poêle où il est censé avoir de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive et un peu de d'eau, beurre. mais c'est pas de notre fête. Hein. Et un peu d'eau également, ouais. Tout ce qui tombe du ciel est béni. Hein, c'est ça, tout à comme fait. le dit la liturgie du steak tartare. Et voilà, tu les remplis bien, tu tasses un petit peu. Ça sent extrêmement bon. Merci. Oui, moi, ce qui m'attire, c'est la chèvre, le petit fromage de chèvre qui est dedans. Oui, là. pas la chèvre. Non, le fromage de chèvre. Oui. Non, c'est du bœuf. Ni le lapin, j'ai pas mis le lapin non plus. Le fromage de chèvre, ça me plaît dedans, là, dans le tartare. Alors, pendant qu'on laisse cuire, alors combien de temps ça va être franchement, 40 secondes aller-retour. 40 secondes aller-retour. Pendant ce temps-là, on va aller se balader dans la vieille ville de Grasse avec Guillaume. Oui, ce centre ancien de Grasse qui est juste à côté de nous, qui est un secteur sauvegardé. 700 immeubles magnifiques, on se promène à travers ces petites venelles, ces ruelles étroites. Et justement, le fait que ces vieilles maisons qui datent du Moyen-Âge et qui ont été construites jusqu'au XVIIIe siècle, qui sont assez hautes, sont dans des ruelles assez étroites, fait que ça manque de lumière. Le centre-ville a été un peu déserté et depuis 20 ans, comme à Nice, on essaye de réhabiliter ce centre. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Sur la Côte d'Azur, Grasse concentre tout le charme des cités de l'arrière-pays. Qui n'a pas rêvé de faire sa vie au milieu de ces ruelles étroites et sinueuses qui ouvrent sur d'imposantes bâtisses colorées? Mais le temps met ce patrimoine bâti à rude épreuve. Certains bâtiments se sont tellement délabrés que les Grassois ont dû peu à peu quitter le centre historique. Mais aujourd'hui, le cœur de la ville fait peau neuve. Donc voilà, donc là on est typiquement dans une ruelle grassoise avec des immeubles très élevés, avec un soubassement en pierre. Et ensuite, donc, dans ces immeubles élevés, c'est-à-dire on se retrouve avec du 4e, 5e étage qui empêche la lumière de rentrer, le soleil. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'aérer ces espaces-là pour faire revenir la lumière dans les habitations au-dessus. Derrière ces façades, une restauration d'envergure se met en place pour faire revenir dans le centre ancien les habitants et le soleil. Et la ville met les moyens, comme dans cet appartement fraîchement restauré qui sera bientôt mis à la vente. Les futurs acquéreurs pourront profiter d'une vue qui n'existait pas avant. Alors, ici, effectivement, il y avait un bâtiment qui existait de l'autre côté. Donc, c'était des pièces qui étaient aveugles. Donc, il a fallu, sur cet espace-là, démolir un bâtiment, créer des ouvertures, reprendre des planchers, et à partir de là, d'avoir un volume aujourd'hui intéressant dans les nouvelles conditions de vie des habitants dans les centres historiques. Parce que le but aussi, c'est de faire revenir la lumière, le soleil dans nos immeubles. Grasse est bien décidé à faire battre de nouveau le cœur de sa cité. Une reconquête d'envergure et une meilleure qualité de vie pour tous. Voilà. Un projet absolument magnifique et évidemment surveillé par le ministère de la Culture. Tout ça est restauré dans les règles de l'ordre et il faut bien avouer que Grasse, il y a des endroits sublimes quand il y a de l'air. Par exemple, cette place aux airs, au centre-ville, qui était autrefois la place où il y avait le cœur des artisans tanneurs, qui est devenu après un endroit où on faisait sécher le blé et aujourd'hui qui est un marché aux fleurs vraiment Grasse, somptueuse, avec sa luminosité, ses façades en couleur. On a vraiment plaisir à être ici. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, je dois dire, il nous suffirait qu'il arrête 2 secondes de nous pleuvoir sur la tête. Ça va venir, c'est prévu pour cet après-midi. Je ne vois pas, il pleut, tu crois? Ça va se calmer. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, Sophie, on a l'impression d'être un peu béni ici sur la Côte d'Azur. C'est de la neige fondue, là. Hein. On sent la montagne pas loin, c'est la neige fondue. Bien fondue, c'est pour conserver les aliments qui sont sur cette table. Les amis, on est autour de notre banquet final, notre table conviviale ici à Midi en France, vous en avez l'habitude, avec les préparations que nous a apporté Jean-Pierre, le chef, hein, Jean-Pierre Boravant. Alors, qu'est-ce que tu as mis sur la table? Alors là, j'ai fait des tians à la provençale, là, avec des aubergines, là là, oui, quelle merveille. Des tomates,
De la courgette, d'herbe de Provence encore, un peu d'oignon, de l'huile d'olive bien sûr. Ouais, une bonne rasade d'huile d'olive. J'en mets un peu partout moi dans mes plats. Ça semble logique, Voilà. hein, à la limite. Après là, je vous ai aussi amené un cheesecake à la rose. Oh, que c'est chouette ça pour le dessert. Avec des roses cristallisées et c'est un petit clin d'œil à Expo Rose qui arrive à Grasse aussi dans pas très longtemps. C'est sur 3 jours, voilà, il y a une fête. Ici, alors la rose, tu me dis si je me trompe, hein, on le répète, mais la rose c'est le mois de mai, hein, grosso modo. Tout à fait, ouais, Grasse, mais c'est hein. ça, c'est exactement ça. Voilà. Ça Donc, c'est vraiment Rose à Grasse. Ma plus jeune fille s'appelle Rose. Moi j'ai une Rosalie, moi, tu vois. Et j'ai Donc, une rose à mon nom. Voilà. Ah, écoute, tu as bien fait parce que c'est vraiment une fleur absolument fantastique et un arôme qui va très bien en pâtisserie, hein, avec beaucoup de douceur. Alors, qui est cet homme qui est là, Jean-Pierre, dis-moi, ça serait pas Alexandre? Je ne sais pas. C'est Alexandre Humbiz. Oui, c'est lui. Alexandre. Pour les olives. Alors, tu es moulinier, Alexandre. Oui, tout à fait. Dans la région, ici? À Grasse, à Sainte-Anne. Ça tombe bien, on est à Grasse et on a un moulinier de Grasse. Quel beau métier. C'est toi qui fais cette belle huile d'olive? Oui. Oui, dit-il. Et alors ça, c'est le... Alors, ça, c'est un scourtin. Le scourtin, c'est en fait là-dedans qu'on va mettre la pâte Oui, d'olive. parce que j'ai deux moulins. J'ai un moulin traditionnel, encore en activité, D'accord. avec une pierre, avec des poches en fibre de coco. Et j'ai en parallèle, depuis 2009, une chaîne continue pour faire d'autres choses et des goûts différents. Parce que le vieux moulin ne donnait qu'un parfum. Le fait d'avoir installé un peu plus de modernisme, ça nous permet de travailler des olives différentes et avoir des goûts différents. Alors, effectivement, dans toute la Provence, il y a des diversités de terroirs, des diversités d'olives. Ici, c'est le cailletier. Oui. On peut dire la caillette aussi. La caillette je crois. aussi. Nous, dans le 06, on n'a qu'une olive. C'est l'olive de Nice. Alors, elle n'est pas très mûre ici. Parce que Elle est tournante. Oui. Qui est Le petite, hein. début de tournante, je les ai faites pour moi Elle est petite. au mois de novembre. Voilà. Parallèlement avec ça, je fais une pâte d'olive qui est de la spécialité à base Sur de les cette petits olive. toasts, là. Alors là, vous avez une tapenade verte. Ouais. Ici, vous avez une confiture d'olive au citron et au gingembre. Et ici, vous avez la tapenade noire. D'accord, Alexandre, on va regarder avec le clip, avec Jean-Pierre. Avant de terminer cette émission, beaucoup de téléspectateurs veulent savoir comment on a fait la recette. Vous allez voir, c'est un tartare juste poêlé, c'est ça, c'est simple. Qu'est-ce qu'on mélange dans le saladier? Alors là, on mélange pour la tapenade les olives, le capre, l'ail, de l'huile d'olive bien évidemment. Ensuite, vous faites le pesto derrière avec les pignons de pain, le parmesan, Voilà, le basilic. un beau pesto. L'huile d'olive également, encore une fois. Et ensuite, vous mélangez tout ça avec la viande, avec un petit peu d'oignon. Là, on peut le voir à la télé. Là, je mets les tomates séchées, le pesto. Alors, faut être généreux avec le pesto et avec la tapenade. Ouais, ça va donner le goût, hein, c'est bien ça, sûr. tout à fait. Bien mélangé, bien mélangé. Là, j'insiste là-dessus pour que ça donne le plus de goût. Et poêler aller-retour dans des cercles, voilà. Tout simplement. Dans des cercles, on peut prendre des boîtes de conserve qu'on a évidées en haut et en bas si on n'a pas de cercle. J'ai jamais essayé, mais pourquoi moi pas. j'ai fait, hein. Faut le faire. J'ai fait. Ça coûte Voilà. pas cher. Une boîte de thon, par exemple, une belle on peut le boîte faire, de ouais, thon. c'est Ah vrai. bah oui, C'est on vrai. retire les deux côtés à et fait. on a un Allez, cercle allez-y, tout trouvé, voilà, en tôle. Alors sur notre table, le cheesecake, ça sera pour tout à l'heure. Sophie, tu m'as dit que tu cuisinais, tu fais du tian, j'imagine. Hein. Ah oui, oui. Le Oui, tian, je c'est fais un peu le tian, symbole j'adore de ça. la région. Hein. Oui, tout à fait. C'est Bon. simple, hein. C'est simple, voilà. Eh ben, ça y Toujours est. pareil, il faut avoir ça, de bons ouais. légumes, des herbes, hein, Ouais. un mélange d'herbes de Provence. L'herbe de Provence. Ouais. Je peux vous dire que les collégiens, ils se régalent. Il y a Fred Soulier qui est parti d'un côté et Voilà. Guillaume de l'autre. Avancez, les Ceux qui garçons. sont derrière, ça sera juste après. Mais sur les côtés, regardez, ça y est. Moi, ça je vais tape casser un peu largement. l'ambiance. On est dans la Merci match Alexandre d'être venu nous Merci à voir, vous. notre je moulinier vais de trier. Grasse. Merci Jean-Pierre, Merci le à toi. chef. Merci de m'avoir reçu. Jean-Pierre Bravant, qui est un chef local aussi. Pendant qu'Elena est en train de manger tout le tartare poêlé. Je ne sais pas de quoi on va déjeuner derrière. Et je remercie Sophie Duez, qui est venue de Nice, pas Merci très loin, beaucoup. hein, pour nous parler de sa belle région. Apparemment, le tian a l'air de lui plaire aussi. Les amis, on se retrouve ici sous un soleil un petit peu plus présent dès demain, ici, bien sûr, sur ce cours Henri Crespe, voilà, le cours Henri Crespe ici à Grasse. Venez nombreux, bien entendu. Je vous promets que demain il ne pleuvra pas. D'ici là, bon appétit à tous. Vous restez pour le journal régional, puis le journal national, et toute la journée tranquille sur France 3. On est bien. Allez, à demain. Je vous embrasse. Bon appétit. Moi aussi, je vais goûter.